J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez réussi à passer un bon week-end et à vous décrocher un petit peu des écrans si vous aviez placé, comme je l'ai fait, des alertes et qui n'ont tout simplement pas sonné. On va parler de plein de choses aujourd'hui, notamment Bitcoin, quelques informations très pertinentes que j'aimerais vous parler, des news, peut-être catalysantes. Pour ma part, tous les chemins mènent à 20, mais attention aux invalidations peut-être trop prématurées, puisque jusqu'à preuve du contraire, ce mouvement reste aussi. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, cryptoactif, marché plus traditionnel. C'est relativement calme en ce moment, même si on retrouve un petit peu de volatilité. Plutôt investisseur chez les rois, même s'il y a quand même pas mal de traders, pas mal de scalpers, de day traders qui sont actuellement sur ce Discord. Et il y a des onglets qui sont réservés pour eux. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous êtes plutôt court-termiste plutôt qu'investisseur, ou les deux, bien évidemment. Merci à toi, Mister Untel, SPX, tendance haussière, support et survendu, BTC, tendance haussière sur support et survendu, DXY, tendance baissière et sur la résistance, en surachat, US10, donc les bons du trésor à 10 ans américains, modèle à double sommet, à la résistance et sur un surachat. Ça a été tiré de Journal Miles, donc je pense sur un compte Twitter. Et ben c'est très pragmatique, voilà, tout simplement, ça mérite d'être complètement clair. Donc quand on a des mouvements de volatilité, qu'on a un peu d'émotion qui commence à nous transpercer et peut-être à nous faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on n'a tout simplement pas envie de faire, on prend du recul et on va chercher les informations là où elles se trouvent et on comprend toujours une technique. La technique est toujours en avance par rapport au fondamental. Et le fondamental est plutôt bon pour Bitcoin, que ce soit par rapport à la cyclicité des marchés ou par rapport aux informations qu'on peut avoir, notamment vis-à-vis des des ETF par exemple, par rapport à BlackRock, par rapport à ces grands fonds institutionnels qui souhaitent s'intéresser et qui s'intéressent de plus en plus à Bitcoin et qui ne s'en cachent pas. Donc on peut partir du principe que côté Bitcoin, et je parle ici Bitcoin fondamentalement parlant, c'est plutôt positif pour les prochains mois et prochaines années. Et côté technique, on est toujours dans une forme de positivité puisque les lots n'ont toujours pas été cassés et on va bien sûr faire un petit tour tout de suite. Bon, tous les chemins mènent à 20 et je vous explique pourquoi. La première chose qu'il faut regarder, c'est ceci par rapport au RSI 14. Je vous avais dit que je ne voulais pas qu'on structure une cassure par le bas avec une clôture en weekly par le bas. Ça a été fait. Dès lors, est-ce qu'on revoit complètement notre champ ou pas par rapport à notre trade en cours? C'est possible de le faire. Pourquoi? Puisqu'on a des choses nouvelles qui apparaissent sous nos yeux. Donc on peut très bien sortir sur une neckline et sur une test de cassure. Tout simplement, si on revient sur les 51, à ce moment-là, ce sera une porte de sortie pour beaucoup d'investisseurs, beaucoup de traders qui étaient plutôt en swing ici. Dès lors, on choisira quoi? Des zones de rechargement de vente logiques qui se trouvent jusqu'à preuve du contraire ici, entre les 686 et les 786, donc entre les 29 300$ et les 30 300$. C'est une porte de sortie, retour dans une zone de rechargement de vente logique, triple top, tout simplement rejeté, et on irait chercher potentiellement les 20 000$ ou les 23 000$ ou les 22 000$. On évite de sortir là sur des supports, bien évidemment, puisque jusqu'à preuve du contraire, la tendance reste haussière, on va le faire ensemble pas à pas. Première chose à regarder, c'est ceci par rapport à des moyennes mobiles 200. Et c'est vrai. Historiquement, on regarde des fractales, vous savez, les marchés financiers, c'est une science, si vous voulez, ou c'est une mécanique qu'on reproduit inlassablement dans le temps. Et on essaie d'y trouver des fractales pour essayer de trouver des plaies, tout simplement, et on les reproduit. Lorsqu'on vient à casser cette moyenne mobile 200 périodes, là c'est Golden Cross et Discross, mais cette moyenne mobile 200 périodes qui a été cassée sur les 27 300$, il est vrai que côté Bitcoin, on retrouve par rapport au prix réalisé des investisseurs. Si vous prenez tous les bitcoins qui ont été achetés et vendus, il y a un prix moyen qui a été exercé sur ce bitcoin. Et quand on casse par le bas la moyenne mobile 200 périodes en rallye, généralement on vient revisiter la moyenne, si vous voulez, de bitcoin achetés par l'ensemble des acteurs du marché. Et actuellement, elle se trouve très exactement ici, on va le regarder ensemble, le Rails Price, exactement sur les 20 347$. Voilà, c'est un fait. Voilà, on peut le regarder précédemment. À chaque fois qu'on vient à casser en fait cette moyenne mobile 200 périodes, on peut faire ce qu'on veut. Et derrière, on revient chercher ce realist price, tout simplement. Donc c'est une forme de fractal qui peut se reproduire. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller maintenant en one shot. Et si on devait y aller, si on venait à casser ces supports forts, des 25 000$, c'est un support extrêmement fort. Également le premier arrêt de tout le précédent mouvement. On viendra très probablement chercher les 20 000$. Ceci doit être donc considéré pour nous comme une opportunité. Maintenant, pour les range traders,
Et il y a beaucoup de range traders qui vont jouer dans des ranges, dans des plus petits ranges, dans des plus petits ranges. Actuellement, on revisite ce bas de range. On le fait ensemble. Vous avez un range ici, premier arrêt, tout simplement. Vous allez chercher le haut de ce range et vous allez chercher le bas du range. Et il était exactement ici. Donc actuellement, haut de range, bas de range, on est tout simplement en train de travailler le bas du range et on peut très bien prendre ici des options, des plays, des trades haussiers pour aller revisiter le haut du range, tout simplement. Le stop toujours précédent en dessous de la précédente structure et beaucoup d'invalidations, notamment IoTiste, se trouvent actuellement sous les 24 810 $. Actuellement, nous n'y sommes pas. C'est plutôt costaud. D'ailleurs, pour la preuve, pour ce qu'on peut en constater. Dès lors, si on veut le jouer, on attendra des confirmations. Moi, je suis en train d'attendre des confirmations. J'aimerais qu'on vienne clôturer au-dessus des 26 600 $ en 4 heures minimum pour aller chercher a priori les 29 000 $ ou les 28 500 $, TP numéro 1 obligatoire. Voilà, de façon extrêmement simple et disciplinée. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre si vous êtes investisseur et swing trader. Tous les swing traders et tous les investisseurs achètent des trendlines baissières. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là, on en avait déjà parlé il y a très longtemps, mais je pense que c'est une bonne idée d'en reparler aujourd'hui, donc je vais tout re-effacer. Et on achète donc des trendlines baissières. Ici, par exemple, vous avez une trendline baissière juste là. On achète donc les trendlines baissières. Vous avez des trendlines baissières juste ici, par exemple. Vous la prenez là, vous allez la chercher. Elle est très répandue, cette trendline baissière d'ailleurs. Ça fonctionne, il n'y a aucun souci avec ça. Une trendline baissière, boum, confluence. C'est assez intéressant d'ailleurs de l'observer. Ici, vous ne le voyez pas au niveau du Bitstamp, mais sur les contrats futurs, on est parti chercher les 24 000 et quelques dollars, donc ça a bien été pingé sur les contrats futurs. On ne va pas y aller maintenant, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Vous prenez d'autres trendlines baissières, comme ici par exemple. Vous avez des trendlines baissières, on achète les trendlines baissières. Ici, vous avez un point d'une trendline baissière. Ici, vous avez un point d'une enfin, non, même pas, parce qu'on l'a breakout en fait. Donc, vous avez pile sur FTX une trendline baissière. On achète cette trendline baissière en tant qu'investisseur, en tant que swing trader. Donc, je vais quand même le faire au niveau des contrats futurs, parce que je pense que c'est important. Pour le coup, je vais essayer d'y retourner sur des contrats futurs. On va prendre Bybit. Je pense qu'on l'a, BTC, USDT. Au niveau de Bybit, est-ce qu'on l'a quelque part? Ouais, comme ça on l'aura contrat... Non, pas contrat spot, je voulais contrat futur. J'ai pas, point P. Point P. Allez, voilà, perpétuel futur, c'est formidable, j'ai tout effacé. J'ai pas besoin du reste. Tac, on va chercher le trendline baissière. On le prend juste ici. Je le fais pas de façon voilà, bon, bah c'est quand même relativement chirurgical. Trendline baissière parfaitement aller chercher. On est parti chercher tous les stops d'ailleurs et on clôture au-dessus des précédents lots. Donc plutôt positif sur une forme peut-être d'invalidation prématurée. Les trendlines baissières doivent être achetées dans les swing trades, tout simplement. Donc je ne l'ai pas personnellement acheté. Je ne suis pas non plus sorti de mon trade puisque je suis encore sur des invalidations beaucoup plus basses, allègrement sous les 20 000 $, voire sous les 19 000 $. Donc j'attends tout simplement d'aller chercher mes objectifs qui se trouvent actuellement à 36 000 $. C'est pas en fonction de ce que je crois, pas en fonction de ce que je vois, c'est en fonction de ce que j'ai décidé de faire préalablement. Donc je ne change pas ma feuille de route puisque j'ai pris des TP partiels pour me couvrir. Je peux même reprendre mon stop après Kevin. Je ne le fais pas parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et j'ai aucune émotion par rapport à ça. Et il faut de votre côté que vous n'ayez pas non plus d'émotion par rapport à ça. Voilà, j'espère que je vous ai aidé sur ces premières toutes petites briques de réflexion. Vous avez également sur Ishimoku Kinkoyo des magnifiques bloqueurs actuellement, notamment sur, on va le garder ici, en weekly. On est sur notre Kinjun, donc la Kinjun tient à être maintenue, c'est une très bonne nouvelle. On peut très bien aller chercher les SSA, on peut très bien aller chercher beaucoup plus bas, mais ceci n'est pas une mauvaise solution pour éventuellement essayer d'encadrer des longues sur ces Kinjun, tout simplement. On a littéralement briqué par le bas notre Tenkan, aller-retour, et puis on va chercher beaucoup de liquidation. Actuellement, au niveau de l'order flow, il se passe strictement rien. On a fait une grosse chasse à la liquidité, on est un petit peu dans un funding négatif, mais actuellement, on n'est pas en train de retrouver de l'intérêt sur ces niveaux de prix. L'intérêt se trouve soit beaucoup plus bas, soit plus haut, ni plus ni moins. À partir de maintenant, puisqu'on a confirmé dans une trend baissière, en dessous des moyennes mobiles 200 périodes notamment, les rebonds seront donc faits pour être vendus pour les vendeurs. On ne vend pas ici en tant que vendeur. Si vous êtes en short, en fait, vous vendez où? Dans des zones de rechargement de vente logique. Donc si vous avez shorté en fait les résistances, c'était pas une mauvaise solution, il ne faut pas se cacher, c'est bravo, vous avez d'ailleurs pris vos premiers TP, si vous ne l'avez pas fait, prenez-les, évidemment, puisque généralement on se sert des stops complètement évidents pour prendre des TP, et c'est ce que vous avez dû faire, et ça a été fait de façon extrêmement rapide sur Ethereum et sur Bitcoin pendant cette chasse à la liquidité ou ce FUD de Tesla, enfin vous pouvez mettre tout le fondamental derrière. Actuellement c'est plutôt des news FUD pour moi, donc je ne les prends pas en considération, la technique reste
très clair sous nos yeux. On attendra donc des retours dans une zone de rechargement de vente logique, au moins les 618, pour pouvoir rajouter des shorts. Ce qui comprendrait bien qu'on a beaucoup en fait de vendeurs à découvert à aller chercher et on peut très bien squeezer. Tout simplement. Ceux qui veulent squeezer prendront des plays ici, avec des stops et des take profits partiels parfaitement maîtrisés. On peut le prendre exactement là, par exemple. Si on reprend sur mon truc en 4 heures, je ne vais pas y aller, mais on va le prendre ici. Ici sera obligatoirement pour vous un TP partiel sur un ratio de 1 pour 1. Et d'ailleurs, vous êtes au-dessus d'un ratio de 1 pour 1, allègrement. Donc ce play est parfaitement prenable dans les flux. Bas de range, haut de range, 1 pour 1, 0,618 en 2,05 et 0,618. Play pour les vendeurs à découvert de rajouter à leur short et vous pour aller prendre quelques stops vendeurs un tout petit peu agressifs qui les ont pris un petit peu sur le tard. On ne vend plus ici. On vendait plus haut, généralement sous résistance. Alors on prend des TP sur résistance et généralement on vend les fake out, donc quand on fait des réintégrations. Pas plus de choses à dire par rapport à ça. Des bloqueurs qui sont extrêmement importants, que je vois, hein, c'est clairement mes options. Moi j'ai les yeux dessus, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Vous dites oui mais Hermès ça marche pas, etc. Alors si ça devrait marcher, on a encore 48 heures à peu près, parce que 48 heures avant ça marche plus. Voilà, c'est à peu près une fractale que je vous donne par rapport à mon expérience. Si on n'est pas revenu au-dessus des 28 000 $ d'ici 48 heures, donc d'ici mercredi, donc 48 heures avant les expirations, généralement on n'y retourne pas. Hein, on ne fait pas ça dans les 2 heures qui suivent ou on ne fait pas ça l'avant-veille. Ça n'existe pas. C'est un petit peu comme les cadeaux de Noël, on ne va pas les chercher la veille, on essaye de le faire un petit peu avant, sinon on sait qu'on est un petit peu dans le dur, un petit peu dans le jeu et on pense qu'on a le temps et en fait on n'a pas le temps. Donc c'est à peu près pareil pour les options. Si d'ici mercredi on n'est pas revenu au minimum au-dessus des 28 000 $, pour moi on n'ira très probablement pas les chercher, la continuation baissière sera à encadrer, qui sera considérée comme une opportunité. Ça ne veut pas dire que les plays haussiers ne sont pas à jouer dans les flux, c'est toujours pareil. Je suis plutôt haussier que baissier, et je reste haussier, tant que je n'ai pas mes invalidations, qui sont actuellement pour moi beaucoup trop prématurées. Ça, c'est extrêmement important de regarder ces indicateurs-là, puisque ça fonctionne tout simplement dans le temps. Hein, c'est important de se plier à des choses qui fonctionnent dans le temps. Je reprends par rapport à des petites choses que j'aurais éventuellement oublié de dire. C'est ma moyenne mobile 30 périodes. Je veux absolument, ah oui, ça c'est vraiment très important, je veux absolument que cette moyenne mobile SMA 30 périodes, donc exponentielle, qu'on vienne réintégrer en weekly au-dessus des 27 350 $. Ça, ce serait mauvais si on ne vient pas à clôturer au minimum en weekly dans cette bougie. Donc on a une bougie ici de confirmation, une confirmation baissière, parce qu'on a cassé une trendline par le bas, ici, sur des plus petites time frames. Il faut absolument qu'on réintègre cette moyenne mobile 30. Ça fonctionne relativement bien. D'ailleurs, je vous prends aussi un petit exemple, c'est peut-être intéressant de vous le dire. Si on a vu en fait une news catalysante, il faut d'ailleurs une news catalysante pour casser ces résistances des 25 000 $. Un petit peu à cette image-là, si vous voulez, hein, ce qu'on avait vécu avec le crack bancaire. Honnêtement, c'est le crack bancaire avec la Silicon Valley Bank, etc. C'est beaucoup d'argent, ça fait très peur. Les banques centrales doivent réagir et ont réagi en l'espace d'un week-end et le dimanche. Il faut le savoir, hein, ça a été réglé le dimanche, en fait, cette histoire-là, en l'espace d'un week-end. Vendredi, crise bancaire, le dimanche, tout était déjà réglé. Voilà. Et bien, il faut partir du principe qu'on aurait pu avoir exactement la même chose, qu'on aurait pu transpercer et puis revenir à clôturer ici. Quelle aurait été à ce moment-là votre représentation du marché ? C'est ça la vraie question à se poser. Si on avait fait ceci, vous étiez plus bullish ou plus bearish ? C'est toujours la même chose. On va le prendre ici. Voilà, comme ça j'ai un truc un peu plus propre. Regardez, je fais ça. On fait un truc comme ça. On vient vraiment chercher même le déséquilibre ici, un imbalance sur les 22 000 $. On aurait pu le faire hein, s'il y avait une panique, une réelle panique avec une réelle news catalysante, avec des liquidations en cascade bien plus importantes, etc. Et que personne n'aurait en fait récupéré ce marché-là, eh ben on aurait très bien pu faire ça. Mais si on avait clôturé au-dessus ici, exactement là où on aurait clôturé, comment aurait été votre vue ? Ben, vous verrez exactement ceci à ce moment-là. En quoi est-ce différent ? À l'heure actuelle, en quoi est-ce différent ? Le premier arrêt est maintenu. Le premier arrêt ici était donc maintenu. Il n'y avait pas à avoir réellement peur. On est parti chercher même quasiment les 0,618. Je vais le faire tout petit peu mieux ici. Et on a clôturé au-dessus du premier arrêt. Donc le premier arrêt, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau plus haut. C'est exactement la même chose ici. Et là, comme on n'a pas vu ça, on dit il y a encore de la liquidité. Oui, il y a encore de la liquidité. Mais la liquidité peut attendre. Il y a beaucoup de liquidité aussi sur les 36 000 $, 35 000 $. Et pour autant, on n'est pas venu les chercher précédemment. Le marché gagne du temps. Je vous fais quelques petites news et je vous donnerai une moralité juste après. Mais juste avant, je ne voulais pas l'oublier, je t'ai partagé ça hier soir. Je suis toujours très troublé par rapport à ces fractales qu'on retrouve, mais tellement chirurgicalement par rapport au temps. On a tendance à vouloir timer le marché. Et en fait, on doit se rendre peut-être à l'évidence, c'est que Bitcoin a le mérite de se timer lui-même.
Et c'est vraiment très troublant. Regardez par rapport à la halving numéro 3, ici du 11 mai 2020. Si vous prenez exactement 231 jours, donc 33 semaines avant la halving, on a vu cette cassure au niveau de cette moyenne mobile. 200 périodes en weekly. 20 périodes en weekly, ici, oui. 20 périodes en weekly, exactement la même par rapport à la moyenne mobile. 200 périodes en daily. On a eu cette brise. Regardez à quel point c'est chirurgical. Vous prenez 33 semaines, 231 jours exactement avant la halving numéro 4, et on vient de breaker notre moyenne mobile. 20 périodes en weekly, et on clôture ici. C'est impressionnant quand même. Pourquoi pas 34 semaines? Pourquoi pas 35 semaines? Pourquoi pas 32 semaines? Pourquoi c'est exactement... Alors peut-être que c'est pas le 1er avril non plus 2024. Aussi bien on sera en halving je sais pas, je crois qu'actuellement c'est le 26 mars, me semble-t-il, ou le 23 mars. Je ne sais plus du tout. Mais je trouve ça très intéressant. C'est vraiment, voire très préoccupant. Et dès lors, ne cherchons pas des prix. Nous, en tant qu'investisseurs, ne cherchons pas des prix. Cherchons donc ici des zones. Puisque si on reprend exactement cette fractale, on revient chercher cette moyenne mobile 50 périodes en weekly, en hebdomadaire. Donc on peut très bien venir chercher cette moyenne mobile 50 périodes en hebdomadaire aux alentours des 23 000 $. Ou dans la zone finalement des 20 000, 23 000 $. Attendons des zones. Et cette zone serait une zone de rechargement d'achat moyen terme, long terme. Ce qu'on appelle aussi une zone en or, si vous voulez. À un prix en or. Soyons patients par rapport à ça. Côté trader, range trader, achetez les ranges, tout simplement, et swing trader, achetez les flux, et attendez vos confirmations pour les relances de flux. Ça sert à rien d'acheter le couteau qui tombe, vous voyez que on n'a pas bougé, à part faire travailler les émotions et rester complètement bloqué derrière nos écrans. Attendez des breakouts, attendez des acceptations, attendez une petite chasse à la liquidité, attendez un retour de l'intérêt, un truc un peu comme ça, et puis derrière on va faire ça, et puis voilà, si on vient à clôturer là-dessus, ou si on vient à clôturer là-dessus, ça peut être un super play. Tout simplement. Soyez patient. Moi, je ne l'ai pas encore pris personnellement, mais je le prendrai. En plus, et peut-être que ça nous donnera raison par rapport à la fin du WSOT sur Bybit actuellement. Donc, j'espère récupérer quelques pourcentages de profit avant 5 jours, avant la fin de la semaine. Et la fin de la semaine me dit aussi que c'est les options et on peut très bien clôturer au-dessus des 28 000 $, tout simplement. On se fait quelques petites news. Je trouvais ça super intéressant. La première, c'est ça. C'est Blockware Solutions qui nous le partage. 2024 sera la première réduction de moitié où l'offre de BTC est disponible. Pour le commerce a diminué depuis la réduction de moitié précédente. La rareté absolue de Bitcoin entre vraiment en jeu maintenant. Et c'est vrai. Il y a moins 1 million de Bitcoin disponibles sur nos échangeurs préférés pour pouvoir aller acheter, en tout cas au niveau du supply disponible de Bitcoin, acheter à l'instant T. Il y aura par rapport à cette réduction de moitié moins de Bitcoin disponible que par rapport à la halving numéro 3. En fait, c'est un double effet qui se coule, si vous voulez. Une raréfication et une disponibilité moindre. Généralement, les décalages de valeur ou les décalages de prix sur des formes de FOMO peuvent être extrêmement violentes. Soyons patients, attendons l'halving de 2024 pour éventuellement essayer de jouer ce play-là. Mais les investisseurs ne peuvent pas capituler sur ces niveaux de prix. Décrochez vos écrans et ne regardez pas tous les jours votre wallet, ça ne sert strictement à rien. Une autre news extrêmement intéressante, on avait parlé de ARB il y a quelques mois en arrière. Il faut noter en fait ces petites news-là, parce que si vous ne le voyez pas passer, partez du principe que tous les gros portefeuilles qui agissent sur ce marché ARB, notamment sur ce Layer 2, l'ont pris en considération, et les algos l'ont pris en considération. Donc c'est Arbitrum va débloquer près de 1 milliard de dollars de tokens ARB, tous aux abris, grand point d'interrogation, ce sera pour le 16 avril, mars, je ne sais plus trop quand est-ce que c'est, mais moi je l'ai noté directement, donc vous allez là, vous mettez ARB, on va le regarder tout de suite. Donc c'est un peu plus de 10% du supply, voilà, sur une petite note rouge. Donc ça, il faut le faire systématiquement, faites-le, parce que si vous ne le faites pas, on est un peu surpris à la fin. Donc je l'ai noté quelque part, moi, ou pas? Où est-ce que je l'ai noté? Mon petit machin. C'était pas sur celui-là que je l'avais noté. Je vais essayer de le récupérer. C'était là. Je l'avais pas enregistré. Si, voilà. Le 16 mars 2024, le réseau Arbitrum devrait libérer pas moins de 1,11 milliard de tokens ARB. Pour rappel, donc c'est un peu plus d'1 milliard de dollars, puisque actuellement il vaut grosso modo 4 dollars. Enfin non, je sais pas trop. Enfin beaucoup en tout cas. Pour rappel, la quantité totale de tokens est fixée actuellement à 10 milliards de tokens maximum d'après CoinMarketCap. Alors est-ce que c'est fixe ou pas? Il me semble que oui, il y aura 10 milliards de tokens, mais il y en a beaucoup en fait qui vont être émis sur ces niveaux de valorisation, tout simplement. Donc soyez très vigilants par rapport à ça, puisque ce sera bien évidemment pricé, c'est probablement déjà pricé par le marché, et généralement, on le price environ 6 mois avant. Voilà, donc vous prenez 6 mois avant,
Ça fait 6 fois 4, 6 et 12, 12, 24, donc 24 semaines en arrière. Ah, je suis en délit là. Bon, bah 6 mois avant, ça fait 180. Bah, ce sera à peu près fait 180 jours avant. Donc, rentrée septembre, ce sera probablement pricé par le marché. Le marché aime pricer généralement entre 6 et 9 mois, donc 6 mois. Et après, ce sera considéré comme probablement déjà pricé par le marché. On attend donc 3 petites choses. On continue si j'ai d'autres news. Oui, j'ai d'autres news très intéressantes. C'est celle-ci. Joe Biden prolonge le gel des remboursements des prêts étudiants. Oui, mais ça c'était en novembre 2022. Et il l'avait dit qu'il le prolongerait donc jusqu'en août, tout simplement. Et il faut comprendre qu'à partir de fin août, il y a à peu près 400 milliards de dollars de dettes étudiantes qui vont revenir à la demande du gouvernement, finalement, par rapport à cette prolongation, qui devront être de nouveau remboursées. Et les annuités de remboursement devront à nouveau être remboursées. Ça va être difficile pour bien des étudiants d'acheter des iPhones. Je prends toujours cet exemple, mais peut-être très malvenu, mais partez du principe que c'est bête et discipliné. Il y aura beaucoup d'étudiants qui ne pourront malheureusement probablement plus payer leur loyer, probablement pas payer, pas s'offrir des iPhones à Noël, etc. Si ceci n'est pas reprolongé. Actuellement, nous sommes donc le 21 août et il n'y a pas encore eu de décision de prolongation par rapport à cette demande des prêts étudiants de remboursement. C'est beaucoup d'argent. Hein, c'est toujours très difficile, mais imaginez ça nous arrive. On est bien d'accord que si le gouvernement décide, je vais dire une bêtise, vous remboursez plus votre loyer, vous êtes locataire et vous remboursez plus votre loyer pendant un an. Vous remboursez éventuellement que les intérêts, mais bon, ou que les taxes d'habitation, par exemple. Ah oui. Mais vous ne payez pas votre loyer, il n'y a pas de problème avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez coffrer votre loyer? Est-ce que vous allez dépenser votre loyer? Est-ce que vous allez investir votre loyer dans des actions, dans des cryptos, dans des obligations, etc. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Partez du principe que vous avez un loyer de 500 € par mois. Qu'est-ce que vous faites avec ces 500 € par mois depuis le Covid? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez 25 000 $ ou 25 000 € ou 20 000 € sur votre compte en banque? Ou 10 000 € sur votre compte en banque, pardon. Pas 20 000 €, mais 500 €, ce serait plus près de 10 000 €. Est-ce que vous avez 10 000 € aujourd'hui sur votre compte en banque? Non. Vous les avez dépensés parce que s'il y a des initiatives dans ce sens-là, c'est bien que de toute manière, vous ne pouvez pas payer vos crédits étudiants ou autre chose. C'est une forme de subvention déguisée, si vous voulez. Donc si on revient à remettre une pression supplémentaire, notamment sur les étudiants, ça va être difficile pour eux et automatiquement la consommation va s'en faire ressentir de façon atroce. Alors attention, c'est pas que des jeunes qui payent des crédits étudiants. Il y a des personnes qui ont 50 ans, qui payent encore, ou 45 ans, qui payent encore leur crédit étudiant aux États-Unis. Donc ça concerne énormément d'Américains. Il me semble que ça concerne plus de 35 millions d'Américains. 35 millions d'Américains, c'est plus de 20% de la population active. C'est énorme en réalité, c'est beaucoup. Donc c'est une donnée à prendre en compte. J'attends tout simplement de mon côté pour savoir si Joe Biden fait un geste supplémentaire, un geste en avant pour sa population et ses administrés, et ce qui reconduit cette mesure. S'il reconduit cette mesure, je suis très content et on peut repartir sur éventuellement une forme de... Comment on peut dire ça? En tout cas, ce ne sera pas un risque systémique ou un risque de Black Swan s'il n'y avait pas de reconduction. S'il y a une reconduction, tant mieux. S'il n'y a pas de reconduction, peut-être que ça veut dire qu'ils sont arrivés au bout et que Biden ne peut plus rien faire passer auprès de son Congrès, sachant que depuis les midterms, il a perdu la Chambre haute. Il faut le savoir. Voilà, tout simplement. Donc je suis très, très curieux de savoir ça. Si c'est pas reconduit, malheureusement, ça devrait un petit peu être plus difficile. Enfin, ça devrait être plus difficile pour les Américains, ou en tout cas pour près de 20% des Américains, encore une fois, pour les assommer de remboursement. Et je trouve ça relativement triste. Dernière petite news, et on clôturera là-dessus, comme ça on ne fera pas une vidéo très grande. Nvidia réalise un profit colossal de 1000% sur ses GPU d'IA H1. Alors il faut déjà comprendre que comment en fait ils arrivent à faire autant de pognon Nvidia? Comment ils arrivent à faire des bénéfices aussi importants? Ils sont passés de 300 millions de dollars de bénéfices. Et là, il y a des... Ce sera donc demain, me semble-t-il, le mercredi, je crois, les résultats de Nvidia. On va le regarder juste ensemble après. Ils passent à plus de 2 milliards de dollars de bénéfices sur le quarter. Comment ils peuvent faire un truc pareil? C'est pas compliqué. Comme ce sont les seuls aujourd'hui à proposer cette technologie-là pour l'intelligence artificielle, ils vendent des trucs peut-être 10 fois ou 20 fois le prix, ou 100 fois le prix. C'est des cartes graphiques qui coûtent 40 000 $. Alors, c'est pas compliqué. Si ça vous coûte, je vais dire une bêtise, 5 000 $ à produire, que vous le vendez 40 000. Honnêtement, banco. Et vous pouvez même le vendre 70 000 $. Prenez les ASIC. Prenez pendant le grand bull run 2021. Là où beaucoup en fait de mineurs, et on peut les redire, Riot, etc. Ils se sont gavés à des prix complètement fous. On va prendre Riot parce que c'est intéressant d'avoir cette
cette similitude-là. On va passer en weekly. Vous reprenez tout le bull run de 2021 et regardez en fait à ce moment-là, hein, quand on était à peu près, je sais pas moi, voilà, mars 2021, avril 2021, mai 2021, le prix des ASIC. Regardez le prix des ASIC à ce moment-là, même d'occasion si vous voulez. Le prix avait dépassé l'entendement. Ce que vous payez en fait 3 000, 5 000 dollars aujourd'hui, ou ce que vous payez 3 4 000 dollars, 2 000 dollars en 2019, vous le payez 10, 15 à 20, voire 25 000 dollars pour la même chose en mars 2021. Eh oui. Donc c'était très bon pour les vendeurs et pour les mineurs et pour Nvidia et pour ceux qui le fabriquent. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez sur des prix complètement corrects, hein, aux alentours des 6 000 dollars, parce que c'est quand même des bons trucs maintenant qu'ils sont en train de faire, hein, qui sont beaucoup plus efficaces. Donc je crois que c'est entre les 5 et les 7 000 dollars pour un ASIC. Un bon ASIC, hein, je parle. Hein. Et ben c'était juste 5, 7 fois plus cher, voire parfois 10 fois plus cher, il y a encore 1 an et demi en arrière. Et ben c'est exactement, très probablement, ce qui est en train de se passer actuellement pour Nvidia. Puisque ce sont les seuls à proposer cette technologie-là, et on pense, peut-être naïvement, et je pense que ce n'est jamais différent, qu'ils vont continuer à vendre 40, 50, 60 000 dollars leur carte graphique ou leur technologie, parce que ce seront les seuls à le faire peut-être à l'infini. Faux, complètement faux bien évidemment. Dès lors, on va probablement observer de très bons résultats de Nvidia. Hein, on va pas se mentir, je pense que ce sera de très bons résultats, puisque jusqu'à preuve du contraire, ils sont les seuls à proposer ce type de technologie qui surpasse tous ses concurrents. Et on est très content pour eux. Actuellement, c'est 2 milliards d'estimation. Au niveau des bénéfices, c'est une estimation de 11 milliards de revenus. Si vous prenez juste 1 an en arrière, on va pas très très loin, hein, si vous voulez, on était à rapporter à 0,5, donc 500 millions de dollars. Vous comprenez bien déjà qu'il y a 400% d'augmentation au niveau des bénéfices, ce qui est plutôt important. Et on fait quasiment un double up sur les revenus. Double up sur le quarter. C'est énorme pour une boîte pareille. Donc, est-ce que aujourd'hui les résultats attendus de Nvidia reflètent réellement son action ? Probablement que oui. La question à se poser, c'est si je dois investir maintenant dans Nvidia, est-ce que c'est tenable dans les 10 prochaines années ? C'est ça qu'il faut se dire à chaque fois qu'on investit dans une action où on a de l'historique et du recul. Un peu plus difficile pour nos projets crypto parce que la recherche fondamentale est bien périlleuse. La question à savoir, c'est est-ce que oui ou non, Nvidia, en fonction de son avance technologique et technique, en fonction de son avantage concurrentiel à très court terme et la demande liée à l'intelligence artificielle à cet instant, justifie sur les 10 prochaines années une augmentation, je sais pas, de 200%, 300%, je ne sais pas, sur les 10 prochaines années. C'est cette question qu'il faut se poser. Je pense qu'on est en train d'observer le pic où on n'est probablement pas encore au niveau du pic, mais on sera très probablement et très bientôt au niveau du pic de Nvidia, comme on l'a été sur les ASIC, etc., de Bitcoin, pendant la bulle, enfin pendant le magnifique cycle haussier au niveau de Bitcoin. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, je ne le dis pas du tout. Hein. Pour l'instant, je ne vois pas de signe de top définitif actuellement sur Nvidia. Donc pourquoi pas continuer à aller chercher, je sais pas moi, 500 dollars, pourquoi pas 1000 dollars ? Ça ne me dérange pas du tout, une valorisation à 2000 millions, pas de problème avec ça. Mais je ne peux malheureusement, moi, personnellement, pas investir là-dedans. Il fallait que je le fasse ici, dans une zone éco-clash. Personnellement, je ne l'ai pas pris. Bah tant pis. C'est pas très grave, j'aurais dû faire peut-être une recherche fondamentale un tout petit peu plus poussée, mais j'ai pris du Intel et j'espère qu'il pourra rattraper le retard. Généralement, c'est ce qui se passe, hein. De façon légale, pas légale, et dans 5 ans, vous aurez des procès comme quoi ils sont allés chercher toutes les technologies de Nvidia par rapport à leurs trucs, par rapport à leurs machins. Donc tout le monde va chercher ce qu'il peut, il paye des grosses amendes et c'est comme ça que ça avance. Bon, bah c'est très bien, mais en tout cas, c'est toujours la même chose. La concurrence fait souvent baisser les prix. Actuellement, Nvidia ne semble pas avoir de concurrence face à lui. Donc les prix sont libres, tout simplement. Bon, je finis juste là-dessus. J'espère que je vous ai aidé par rapport à toute cette mécanique, si vous voulez. Bon, on attend 3 choses, et c'est toujours la même chose. Bon, on attend que Saylor achète. S'il veut acheter, c'est peut-être le moment de l'acheter maintenant dans la tendance. On vous a dit que Michael Saylor, et bien évidemment, je pense qu'à terme, on ira le chercher, ce Saylor. Je pense qu'on va finir par aller le chercher dans ses retranchements. Donc je reste sur mon scénario d'aller rechercher proche des bottoms des marchés, mais je pense que j'ai probablement raison trop tôt ici. Donc je ne me précipite pas, même si c'est pas très joli ce que je suis en train de voir. On a souvent raison trop tôt. Donc je pense qu'on va avoir des retracements un tout petit peu plus profonds et qu'on ira rechercher une zone de rechargement d'achat. Mais je pense juste qu'actuellement, c'est trop tôt pour aller chercher une zone de rechargement d'achat. Je pense qu'on va déjà faire un 3e flux acheteur. En tout cas, toute la mécanique et toute mon expérience m'explique qu'il y a de grandes chances en termes de probabilité d'aller chercher de nouveaux plus hauts, hein, sur ce trend.
Donc je vais aller le chercher personnellement, et ensuite on ira très probablement chercher une zone de rechargement d'achat. Et je pense qu'il faut laisser, c'est l'or, si on veut le casquer, il faut le laisser acheter, pour après aller le chercher beaucoup plus tard sur des prix de liquidation par rapport à son endettement, qui aujourd'hui dépasse les, me semble-t-il, 2,5 milliards de dollars. Donc grosso modo, s'ils ont un endettement de 2,5 milliards de dollars avec une valorisation de Bitcoin de 5 milliards de dollars, bah, grosso modo, ils sont en levier x2. Donc s'ils sont en levier x2, alors on se parle. Si le truc repart divisé par 2, on va probablement chercher celle-là. En tout cas, ça risque d'être très difficile pour lui. Espérons qu'il ait des amis qui sont, comme lui, bien accrochés et déterminés. Donc c'est l'or, on attend qu'il achète pour ses 500 millions là, de dollars ou 700 millions de dollars. Actuellement, bah, c'est pas le cas. La deuxième chose qu'on attend, c'est les approbations Bitcoin. Les prochaines approbations arriveront à partir du 1er septembre. Hein. Donc il faut le prendre comme ça. 1er septembre, les prochaines approbations. Je crois que BlackRock, c'est le 2 septembre, me semble-t-il. Et les dernières approbations, donc la fin des fins, ce sera donc fin mars 2024. Et pour les dernières nouvelles, ce serait le 19 mars 2024 pour les dernières approbations. Enfin, la date limite totale, enfin finale, si vous voulez, de la SEC, ce sera le 19 mars 2024. Vous voyez qu'on n'y est pas. Mais on a quand même des choses qui devraient se passer à partir du 2 avril. On n'attendra pas le 2 avril si on doit refaire des structures haussières et redépasser. Je pense qu'on va le pricer et ça devrait avoir beaucoup de news cette semaine qui devraient passer en ce sens-là. J'espère en tout cas en découvrir. Actuellement, je ne les vois pas. La troisième chose qu'on attend, par rapport à tout ce qu'on avait dit lors du live, notamment avec Evergrande, avec Green, je ne sais plus trop comment ça s'appelle le deuxième truc, là, à chaque fois je l'oublie, bon, c'est pas très très grave, mais par rapport à tous ces risques systémiques via l'immobilier chinois, bah, c'est de sortir un bazooka monétaire. Voilà ce qu'on attend de la Chine. Alors, on va pas se mentir, vous allez vous chercher les fameux flux là, des banques centrales et des liquidités, et bah, il faut que ça pète au plafond. Voilà, envoie la soupe, quoi. Voilà, je sais pas moi, 5 000 milliards, 10 000 milliards de dollars, que sais-je. Un truc du jamais vu, un bazooka monétaire. Alors peut-être pas de dire un chiffre, hein, parce que même si les Asiatiques aiment bien les chiffres ronds, les Américains, ils ont une autre approche. Ils disent souvent illimité. Il faut le savoir, hein, quand Emmanuel Macron a dit lors du Covid, le fameux quoi qu'il en coûte, c'est clairement en fait un état d'esprit à l'américaine. Illimité. On rachètera les actifs de façon illimitée. La Banque centrale a suivi la Fed pendant le crack Covid. C'était on rachètera tous les actifs et toutes les obligations illimitées. Donc vous voyez, alors vous mettez après le prix que vous voulez ou le montant que vous voulez. Alors bien sûr, rien n'est infini, mais quand vous dites illimité, ça rassure les marchés. Et ça a plutôt bien fonctionné. Bah pourquoi pas la Chine dira la même chose. Voilà, tous les actifs immobiliers seront rachetés de façon illimitée. Toutes les obligations d'Evergrande seront achetées de façon illimitée. Illimité, illimité, illimité. Bazooka monétaire. Voilà ce qu'on attend. Et ça devrait être un réel catalyseur de breakout haussier, et notamment sur Bitcoin et nos cryptoactifs préférés, ou sur beaucoup de cryptoactifs préférés. Puisqu'il y a une réciprocité, même peut-être malvenue, ou peut-être des raccourcis un tout petit peu trop vite, par rapport à des afflux de liquidités par rapport à Bitcoin. Pourquoi ? Parce que Bitcoin est illimité, et ça renforce en fait le fondamental et nos croyances. Tout simplement. Pas forcément de certitude sur ces marchés financiers, il ne faut pas avoir de certitude, puisque actuellement on est à l'aube de choses qui peuvent ne pas arriver, puisqu'on est au début de rien, et il faut bien comprendre que je reste convaincu, même s'il ne faut pas avoir de certitude, qu'on aurait dû déjà tuer Bitcoin bien avant 2015, que maintenant pour moi c'est trop tard par rapport à des modèles qu'on peut avoir vis-à-vis des ruptures technologiques. D'ailleurs, c'est toujours la même chose, vous connaissez cette histoire-là. On pourrait en parler pendant un live, d'ailleurs pendant des heures. Quand il y a des révolutions, ça passe toujours par 3 choses. Est-ce que vous les connaissez ? On finira là-dessus, ça fait combien de temps je parle ? Allez, 35 minutes, 33 minutes, je fais encore 1 minute. La première chose, c'est le ridicule. Toujours, toutes les révolutions passent par ces 3 étapes. 1, ridicule. 2, dangereuse. 3, une certitude. C'est normal. C'est une évidence, si vous voulez. Ridicule, dangereuse, évidence. Toujours par ces 3 étapes. Le ridicule du Bitcoin, on l'a connu il y a très longtemps. Déjà, c'était en 2013, 2014, 2015, où on rigolait de ça, et JP Morgan a commencé à en acheter, et Goldman Sachs a commencé à en acheter en 2015. C'est quelque chose qu'on le sait. Ensuite, c'est dangereux. Tous les États se sont mis à casser du sucre, et notamment la SEC, sur Bitcoin, et on est dans cette phase de dangerosité. Hein, on peut le voir par rapport au terrorisme, par rapport à tout ça, mais on est dans une phase de dangerosité de ces monnaies numériques qui sont en train de mettre à mal peut-être un risque systémique de sécurité nationale à travers la finance mondiale. C'est dangereux. Et on est dans cette période dangereuse. Et la troisième, c'est toujours la même chose, c'est l'évidence.
Et nous ne sommes pas dans l'évidence. Et généralement, l'évidence, c'est là où on a les plus importantes extrapolations de la valeur, qui en fait n'a que de sens et que de réalité votre imagination. Donc vous pouvez l'envoyer où vous voulez, votre prix du Bitcoin. Parce que l'évidence n'a pas de montant. L'évidence n'a pas de prix. C'est jusqu'où il y aura suffisamment de personnes pour acheter et pour vendre vers des consensus qui dépassent l'entendement. Prenez Apple. Au début, ça fait peur. C'était plutôt dans les années 80 avec l'informatique, avec l'IA, on en parlait déjà à ce moment-là. Vous allez chercher ces informations, hein, et puis aujourd'hui, on est bien d'accord que c'est une totale évidence, Apple. C'est une totale évidence. Mais ça a fait peur. Internet fait peur. Internet a fait peur. Et il y a une extrapolation complètement délirante de la valeur. Alors, est-ce que c'est une bulle, pas une bulle, etc. Mais j'ose espérer que Bitcoin et beaucoup de nos cryptoactifs préférés ressemblent à ça dans les prochaines années. Et on a le temps chez les rois. J'espère que je vous ai aidé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.